Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ce webinaire et cette occasion pour pouvoir présenter la recherche RESOP. Un grand merci évidemment à l'ONPE pour pouvoir avoir cette occasion de présenter la recherche. Alors, cette recherche Super. est née d'un partenariat entre donc le CICAT et l'Université Paris-Nanterre, où donc le CICAT qui propose des activités de soins, de consultation jeunes consommateurs, mais aussi des points de contact avancés, un service de prévention et de formation dans l'Eure-et-Loir, nous a contactés pour réaliser cette recherche. Donc, à 3 chercheurs, il y a également la collègue Philippina Salomon, qui est doctorante au sein de notre équipe, qui a largement contribué à cette recherche. Vous avez compris dans un champ disciplinaire que sont les sciences de l'éducation et de la formation. Et donc, ce partenariat repose sur des constats partagés, issus de la littérature, mais aussi des expériences professionnelles du CICAT, le partenaire très actif, mais aussi des expériences professionnelles et de recherche. Des constats partagés, notamment autour de la complexité de la problématique addictive en protection de l'enfance, qui est à la croisée de plusieurs politiques publiques, mais aussi qui permet la rencontre de différents corps professionnels, de différentes cultures professionnelles qui ont à dialoguer. Les constats aussi du faible nombre d'interventions, de prévention, mais aussi de soutien, en lien avec une faible reconnaissance d'une spécificité de ces jeunes-là dans ce contexte-là, qui peut concourir à finalement maintenir des interventions plutôt généralistes. On peut faire état aussi d'un peu de connaissances scientifiques, malgré des recherches cliniques très précieuses sur le rapport aux addictions des jeunes en protection de l'enfance, mais aussi des connaissances sur l'addiction de la période adolescente de manière très générale. Nous avons également pu observer la faible visibilité de cette question. Peu de données chiffrées. On nous demande régulièrement, mais combien de jeunes concernés par la protection de l'enfance consomment, etc. Nous avons peu de données chiffrées, mais une réalité bel et bien présente quand on écoute les différents acteurs et une prise de conscience politique que l'on va dire en cours. Alors, ces constats, mais aussi nos intérêts, le CICAT et l'équipe de recherche pour les démarches qualitatives qui visent à considérer, reconnaître, visibiliser et comprendre le point de vue des acteurs, eh bien, nous avons mis en place un design de recherche qualitative en sciences de l'éducation et de la formation. Et autour de 4 questions de recherche qui ont guidé l'ensemble du travail. Les voici. Comment les jeunes perçoivent leur santé et les conduites addictives, qu'ils soient concernés ou pas? Quelles sont les représentations, les postures, les pratiques des professionnels socio-éducatifs au sujet de la santé et des addictions des jeunes? Comment les jeunes et les professionnels socio-éducatifs s'approprient-ils et elles Autonomia? Autonomia, c'est un programme de prévention des addictions développé par le CICAT qui vous sera présenté dans quelques instants par Louis. Et une dernière question, comment le contexte institutionnel joue-t-il un rôle dans l'effectivité de la mise en place d'un programme de prévention? Ces questions de recherche ont conduit à mettre en place, coélaborer une méthodologie qualitative qui a consisté à observer 23 ateliers de ce programme Autonomia dans 7 services différents dépendant ou de l'ASE ou de la PJJ, qu'il s'agisse de services d'accueil, d'établissements d'accueil ou de services plutôt de milieu ouvert. Nous avons rencontré 29 professionnels de l'ASE ou de la PJJ. Nous avons également rencontré 8 chargés de prévention des addictions. Et également, nous avons eu la possibilité de rencontrer 29 jeunes, filles et garçons, âgés de 13 à 17 ans, concernés par donc une des mesures de protection à l'enfance des services partenaires. Alors, au regard de ce cadrage très général, nous vous proposons de partager l'analyse autour de 3 points. Le programme Autonomia, le point de vue croisé des jeunes et des professionnels et les enjeux éducatifs. Ces 3 points vont structurer la suite de cette présentation et je laisse la parole à Louis.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme le disait ma collègue, je vais déjà commencer par vous présenter l'analyse du dispositif Autonomia. Peut-être pour le rappeler, le programme Autonomia vise à à mettre en place des actions de prévention des conduites addictives adaptées à un public mineur accueilli au sein de structures de protection de l'enfance, à la fois ASE, aide sociale à l'enfance, et aussi protection judiciaire de la jeunesse, PJJ. Alors, ce programme propose 11 ateliers collectif de développement de compétences psychosociales, que l'on appellera CPS pour aller plus vite, pour les adolescents. Et ces ateliers sont co-animés par à la fois une chargée de prévention extérieure à la structure, un ou une chargée de prévention, et un ou une professionnelle de la structure qui a suivi une formation au préalable, généralement des travailleurs sociaux. Alors, le principal objectif de ces ateliers, c'est de doter les jeunes de ressources en vue de prévenir les conduites addictives. Mais ce programme est aussi pensé comme facilitateur pour le repérage des addictions et l'orientation de jeunes susceptibles d'être concernés vers les structures de soins adaptées. D'où le schéma que vous pouvez voir qui se décompose en 3 temps: formation des professionnels encadrants, animation dans 11 ateliers et possibilité d'entretien individuel si les jeunes sont concernés par une addiction. Alors, c'est un programme qui, comme vous le voyez par les quelques chiffres là qu'on vous a donnés, connaît un fort développement dans les 2 départements où le CICAT les a mis en place. Depuis 2022, il est déployé donc dans 12 structures, à la fois ASE et PJJ. Il y a eu 130 professionnels formés et 140 jeunes sensibilisés. Alors, comme un collègue l'avait rappelé dans la méthodologie, on a mené des observations de ces ateliers, ce qui nous a permis d'analyser plusieurs aspects par rapport à ce programme. Nous allons ici en présenter 3, il y en a d'autres. Le premier, on va commencer par celui qui touche au développement donc, des compétences psychosociales, des CPS. Alors, ces ateliers sont conçus de façon progressive. Dans les premiers ateliers, les addictions ne sont pas abordées de façon directe et il y a tout un travail qui va être mis en place avec les jeunes à partir d'activités qui pourraient être qui pourraient paraître à première vue éloignées du sujet. Alors, je vais vous donner 3 exemples. Le premier, par exemple, on pourrait prendre le jeu du dessin. En binôme, 2 personnes sont assises sur des chaises dos à dos. La première personne reçoit un dessin qu'elle doit dicter à l'autre personne. L'autre doit essayer de reproduire le dessin à l'identique. Deuxième exemple, mimer des émotions. Chaque participant doit tirer au sort une carte émotion qu'il ou elle doit mimer et faire deviner aux autres participants ou participantes. Troisième exemple, jeu du guidage. Une personne guidante doit faire passer une personne guidée avec les yeux bandés au sein d'un parcours, évidemment avec obstacles. Alors, le lien avec les conduites addictives, c'est précisément le développement des CPS des jeunes. Là, ce qu'on peut retrouver, c'est apprendre à communiquer, s'affirmer par l'énonciation de repères clairs, apprendre à réguler ses émotions dans une situation qui peut générer du stress, apprendre à faire confiance à l'autre ou encore renforcer l'estime de soi. Bon, c'est une liste, bien évidemment, non exhaustive. Donc là, il s'agit donc de travailler sur l'autonomie en santé et en particulier pour ce qui concerne les conduites addictives. La transposabilité concrète est à penser dans un contexte d'influence, être en capacité de s'affirmer face au groupe de pairs, savoir dire non, savoir se faire confiance pour repérer là où sont les ressources, les personnes aidantes en cas de problème de santé. Alors, si un grand nombre d'enfants, d'adolescents apprennent cela dans leur environnement familial, pour celles et ceux qui sont concernés par la protection de l'enfance, et comme vous le savez, c'est loin d'être une évidence, et parfois même, tout est à faire. Deuxième aspect, la posture donc, des animateurs et l'approche relationnelle basée sur une recherche d'horizontalité. Alors, lors des ateliers, nous avons remarqué que l'agencement spatial de la salle est conçu dans ce sens. Loin d'une salle de cours, il vise à signifier le moins possible les différences de statut entre professionnels et jeunes. Le dispositif pédagogique, il est aussi pensé dans une approche non descendante, mais plutôt dans une logique où les jeunes vont se trouver dans une position d'acteurs participants, qui est la condition pour que le travail de prévention se réalise. Important aussi, il y a un accord passé entre les animateurs, notamment la personne donc, qui appartient à la structure, travailleurs sociaux, et les jeunes, sur le fait que les comportements dans les ateliers ne peuvent avoir d'incidence en dehors de son cadre. Autrement dit, même si les jeunes manquent de respect
ont des inconduites avec d'autres, ce qui peut parfois arriver, il n'y aura pas de conséquences sur la mesure, pas de traces dans les dossiers ou de sanctions éducatives par la suite. Enfin, le troisième aspect qui rejoint le précédent. Alors, on pourrait dire dans une dynamique maïeutique, ce sont les jeunes qui sont appelés à partager les connaissances dont ils disposent ou à faire part de leurs expériences sur les thématiques abordées. Donc, c'est un peu dans finalement une dynamique inversée par rapport, on va dire, aux logiques de prévention plus classiques, plus courantes. Il va y avoir tout un ensemble de supports qui est prévu pour stimuler la parole des jeunes en vue d'un partage de savoir. On questionne avant de transmettre. C'est d'une certaine façon la logique sur laquelle ils se basent, ces ateliers, pour justement permettre une transmission à partir d'une complémentarité des savoirs. Donc c'est dans cette condition que va s'établir une relation de confiance où les jeunes sentent qu'eux aussi, ils disposent de connaissances qui peuvent faire en retour profiter aux professionnels, comme l'indique l'extrait d'entretien avec une chargée de prévention que vous pouvez voir. Alors, je ne vais peut-être pas le lire dans son entièreté, mais peut-être restons sur la dernière phrase. Hein. Moi, ils m'ont appris, dit cette chargée de prévention, moi, ils m'ont aussi appris sur la chicha, sur des choses, etc. C'est donnant. Alors, ce donnant, il est intéressant hein, parce qu'il montre qu'il y a aussi, finalement cette logique aussi de don contre don qui vient faire sens pour les jeunes, car ils ne sont pas là juste finalement pour recevoir des connaissances, mais finalement pour pouvoir les faire circuler avec les professionnels, renforçant ainsi, d'une certaine façon, le rôle de participant ou de participante. Je vais maintenant vous présenter les résultats de l'analyse des entretiens menés avec les jeunes et les professionnels. Alors, une première remarque concerne déjà les conduites addictives. C'est avant tout les addictions avec substances qui sont abordées dans les entretiens que nous avons menés. Alors, non pas que les pratiques qui touchent les écrans, les jeux, par exemple les jeux de hasard ou encore l'alimentation sous sa version de l'addiction soient absentes, mais leur appréhension s'avère plus difficile à défaut finalement d'une délimitation claire par les professionnels, mais aussi pour les jeunes, entre ce qui relève d'un côté d'une pratique ordinaire et celle qui indiquerait finalement un dépassement de la norme. Il y a aussi cette question de visibilité, étant donné que ces pratiques sont plus individuelles et se dissimulent dans les espaces d'intimité, donc finalement leur appréhension est beaucoup plus difficile que les autres. Donc c'est pour ça que là, on va vous présenter finalement trois ensembles finalement de conduites et on commence par la consommation de cannabis car c'est celle finalement qui est prédominante. C'est la première évocation qui ressort lorsqu'on questionne jeunes et professionnels sur les addictions et ce, quel que soit le type de mesure. Pour tous les professionnels, hein, cette consommation est en augmentation, elle touche une majorité de jeunes et elle est perçue comme le fléau principal. Alors, il y a toutefois un point de nuance selon les mesures. Déjà, peut-être pour les structures de l'aide sociale à l'enfance, on remarque du côté des professionnels qu'il va y avoir un discours général sur les jeunes, donc qui nous dit que finalement, une majorité sont concernés, une majorité de jeunes sont concernés, que c'est une pratique qui est une pratique de consommation en augmentation depuis ces 10 dernières années. Et il y a le discours sur les jeunes qu'ils accompagnent. Et sur on va dire sur ce discours par rapport aux jeunes qu'ils accompagnent, il y en a bien moins. C'est-à-dire que de leur point de vue, ça reste beaucoup plus minoritaire et ils s'y trouvent beaucoup moins confrontés. Donc il y a un décalage finalement entre la représentation générale du public et ce qu'ils voient au quotidien. Les entretiens avec les jeunes confirment cette nuance. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les structures en protection judiciaire de la jeunesse, où là, du point de vue des professionnels, à la fois du côté finalement de la représentation générale sur les jeunes, mais aussi par rapport à ce qu'ils voient dans leur accompagnement au quotidien, c'est une majorité de jeunes qui sont concernés par ces pratiques, et cela aussi se retrouve dans les discours que nous avons recueillis auprès des jeunes. Une majorité de jeunes et qui touche à la fois autant les filles que les garçons, plus d'une majorité, hein, et ce sont donc des tendances qui se retrouvent aussi hein, dans les études statistiques sur les consommations de jeunes accueillis au titre de mesures PJJ, et aussi y compris donc, dans le rapport plus récent. Il y a cependant un constat nuancé au sein des structures d'aide sociale à l'enfance qui nous montre qu'on ne peut pas généraliser pour l'ensemble de ces jeunes. Il y a des rapports à la consommation différents selon le type de public. On a remarqué que les garçons sont plus exposés que les filles,
et ça, le recoupement des entretiens nous l'a montré, entre professionnels et jeunes. Il nous a aussi montré qu'il y a, par exemple, une très faible consommation de ce type de substance pour ce qui concerne les mineurs non accompagnés. Donc finalement, avec un grain fin, on remarque qu'il est difficile de généraliser, car il y a aussi d'autres facteurs qui viennent faire varier l'exposition, notamment le contexte familial avant le placement. Peut-être quelques mots sur les interprétations qui sont différentes du sens de la consommation. Vous voyez un récréatif, social ou thérapeutique. Récréatif ou social, finalement, ça va être plutôt l'interprétation du point de vue des professionnels. Le sens de la consommation est récréatif de leur point de vue, car les jeunes seraient dans une logique d'expérimentation, transgression, qui va permettre aux jeunes de se divertir par finalement l'altération de leur état de conscience. Le sens social, bon, qui est en lien, mais va être plutôt finalement sur cette logique de conformation à une pratique largement répandue en institution et qui vient d'une certaine façon permettre des affiliations collectives, vient finalement donner aux jeunes des manières d'appartenir au groupe. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un hiatus avec les discours qu'on a recueillis auprès des jeunes, notamment du côté récréatif, se retrouve finalement absent, qu'il s'agit finalement des jeunes hébergés au titre de l'ASE ou de la PJJ. Pour eux, le sens principal, enfin en tout cas pour la majorité d'entre eux, c'est avant tout finalement un sens thérapeutique, alors qu'on met ici entre guillemets. C'est-à-dire que pour eux, la consommation est avant tout un pansement sur des souffrances psychologiques et affectives, liées au stress, à la vie séparée de leur entourage, ou encore pour supporter les contraintes liées à la vie en institution. Donc, l'effet apaisant ou l'effet, justement, pansement va être le sens premier qui ressort dans les discours des jeunes, montrant ainsi donc ce décalage intéressant entre perception professionnelle d'un côté et celle des jeunes de l'autre. Alors, ce décalage, il peut s'expliquer par le fait que, nous le verrons plus tard, ces consommations se donnent à voir dans sa forme transgressive, bien souvent, et ne donnent pas lieu à des espaces de verbalisation. Deuxième ensemble, la consommation de tabac, elle est tout aussi présente, mais elle ne suscite pas autant de préoccupations de la part des professionnels, non pas qu'ils minimisent les conséquences sur la santé, mais parce qu'il y a des enjeux éducatifs qui, finalement, ne sont pas de la même nature. Il y a pour eux le sentiment finalement de prise sur ces conduites addictives, car elles font l'objet, d'une part, d'échanges avec les jeunes, et d'autre part, peuvent se montrer enclins, enfin, disons que ces jeunes peuvent aussi, dans les discours, se montrer enclins à des dispositions prophylactiques. On le remarque dans les verbatims ci-dessous que j'ai mis, qui sont des extraits d'entretien avec des professionnels. Un éducateur, par exemple, ASE, nous dit « on peut les accompagner à diminuer, à arrêter ». Il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place. Et il y a plusieurs jeunes qui ont pu arrêter aussi la cigarette. Un autre PJJ nous dit, en fait, le jeune, quand il fume, tout ça, moi je dis souvent, arrête de fumer ou tu peux baisser. Et il m'a dit aussi, oui, j'essaye de baisser. Donc là, on voit qu'il y a effectivement tout un ensemble d'échanges qui fait que finalement, cette pratique se retrouve finalement en lien avec des enjeux éducatifs, ce qui fait qu'elle est pensée différemment, mais nous verrons ça tout à l'heure, enfin un peu plus tard, dans justement la partie qui va suivre. Un troisième ensemble concerne les consommations de substances dites nouvelles. Alors, nouvelles, c'est au regard des professionnels, c'est-à-dire des consommations qui apparaissent au cours de ces 10 dernières années. Alors, elles suscitent des inquiétudes, notamment par rapport à la méconnaissance des risques par les jeunes. Lorsque je parlais de la difficulté d'apprendre, j'ai dans le PowerPoint la difficulté d'appréhender la nouveauté, les puffs, donc les cigarettes électroniques jetables, ou encore la chicha, c'est que les professionnels remarquent qu'il y a à la fois une méconnaissance des risques par les jeunes, notamment par exemple au niveau de la concentration de la nicotine, et qu'aussi il y a une forme de banalisation dans le quotidien, ce qui ne se retrouve pas par rapport à la différence de la consommation de tabac. D'autres, plus parcellaires, suscitent également de fortes inquiétudes. Prise de produits invisibles, on a l'exemple donc des ballons d'hélium appelés ainsi, mais qui sont donc ces ballons remplis à l'aide donc de capsules de gaz de protoxyde d'azote. Ce sont des consommations qui sont invisibles, pour lesquelles il n'y a pas de prise, car finalement, les consommations ne se découvrent que par les traces
qui vont être laissés par les capsules. Voilà, donc je vais laisser la parole à ma collègue pour présenter les enjeux éducatifs autour des addictions et de la santé. Oui, merci Louis. Dans la continuité et par rapport à cet ensemble complexe, à la fois des représentations, c'est comment les enjeux éducatifs émergent. Et on a remarqué deux aspects transversaux qui sont vraiment source de réflexion sur cette articulation entre éducation, addiction et santé. Tout d'abord, le rapport à la sanction et la question comment faire avec les règles ou gérer les dilemmes. Donc, nous avons observé que plusieurs discours pouvaient coexister. Nous en avons repéré trois et vous voudrez bien nous excuser des illustrations pour un peu trancher pour bien saisir les différences. Donc, une première tendance qui consiste à accorder une priorité absolue à la loi, aux règlements qui interdisent, et donc leur application est immuable. Il s'agit d'une mission éducative première, à savoir apprendre aux jeunes à respecter les cadres établis, même si cela se traduit parfois par un jeu du chat ou de la souris dans les institutions, c'est pas vu, pas pris ou prix puni. Une deuxième tendance s'appuie sur le constat que la sanction finalement s'avère inopérante, dans le sens où elle n'empêche pas la consommation par ailleurs et conduit à un sentiment d'être démuni chez les professionnels ou d'arriver à ses limites éducatives. Une troisième tendance qui apparaît dans les discours, c'est là où la sanction est pensée comme l'ultime recours. Vraiment, lorsque les leviers éducatifs, que ce soit à une échelle individuelle ou collective, ne sont plus du tout opérants. Alors, au-delà de ces trois tendances, ce qu'on remarque, c'est la présence d'un dilemme de fond, finalement, assez fort, entre le choix d'une absence de sanction, mais qui serait associée à une invisibilisation, voire à une banalisation même de la consommation et de l'addiction du jeune. Donc, cette absence de sanction, avec de l'autre côté, le fait de pouvoir bien repérer que la sanction peut avoir des conséquences directes sur le parcours du jeune, avec des conséquences importantes, par exemple le renvoi d'un lieu d'accueil ou d'un service, une trace dans le dossier, une nouvelle audience, etc. Et donc, on vient sur la question du choix face à ce dilemme qui pourrait être du côté d'un dilemme éthique. Donc, le questionnement qui traverse ces réflexions consiste à se demander comment élaborer un sens éducatif en connaissant et reconnaissant le point de vue des jeunes. Alors, pour faire le lien avec ce qu'ont pu nous dire les jeunes, dans leur discours, arrêter de consommer, pour eux, c'est avant tout une volonté individuelle, une volonté fortement marquée par la motivation, voire la responsabilisation, l'hyper-responsabilisation, culpabilisation par rapport à la consommation, et qui, en creux, induit une perception d'inefficacité des interventions qui les concernent. Les enjeux identitaires sont présentés comme très forts par les jeunes dans le fait de consommer. Donc, arrêter de consommer, c'est aussi un changement identitaire profond, même si on voit que les jeunes rencontrés ont une bonne connaissance des processus d'addiction et de dépendance, contrairement à ce que certaines politiques publiques présupposent. Et enfin, les jeunes accordent aux produits un objectif pansement, comme disait Louis, en recherchant un effet apaisant de ces produits pour faire face aux maux du quotidien. Alors, continue à émerger des questions et des enjeux éducatifs multiples, au moins deux, et notamment le premier au sujet de la responsabilité endossée par un professionnel lorsque il permet plus ou moins de consommer, lorsqu'il sanctionne plus ou moins une consommation. Et donc, comment cet engagement, cette responsabilité sur les conséquences à court ou long terme peut constituer un réel enjeu, voire un inconfort, une incertitude chez ces professionnels, que ce soit vis-à-vis d'un jeune en particulier ou d'un groupe, avec la peur de l'effet de contagion au niveau du groupe. Et donc, on voit que l'enjeu de positionner le curseur
sur un continuum entre prévention et sanction, eh bien, ce positionnement, il est très fluctuant en fonction de beaucoup d'éléments qui entrent en compte dans le moment où le professionnel doit notamment prendre une certaine décision ou réagir. Et c'est notamment à cet endroit-là, sur la façon de pouvoir se positionner, qu'émerge un autre aspect fondamental lorsqu'on évoque les enjeux éducatifs, c'est la dimension collective. C'est comment la dimension collective, elle est visible à différents niveaux, mais c'est aussi comment les consommations et les conduites des jeunes viennent interroger, voire convoquer ces différents collectifs dans lesquels ils évoluent. Alors, le premier collectif, c'est le collectif des jeunes. Quand on est dans des lieux d'accueil, c'est la vie collectivité des jeunes qu'ils présentent de manière générale comme une source de stress, avec un réel poids émotionnel, mais aussi avec de l'ennui. L'ennui est fortement présent dans le discours des jeunes, où ils repèrent les temps morts comme propices à la consommation, mais aussi comment les consommations peuvent venir perturber la vie d'un groupe, notamment avec voilà, un appétit varié et un rythme du sommeil, notamment potentiellement assez décousu. Vous voyez dans les arrondis, les ovales, des petits exemples, parce que les jeunes repèrent bien comment les activités sportives ou culturelles ou les événements sources de plaisir eh bien, favorisent aussi le développement des CPS. Alors évidemment, dans les lieux d'accueil, mais aussi dans les services, le collectif de l'équipe éducative, on en connaît les uns les autres et vous sûrement mieux que nous. Voilà, cette dynamique et cet enjeu au niveau du collectif. Et donc, c'est aussi comment finalement, au sein des équipes, il y a des possibilités de coélaborer, hein, de pouvoir penser une communauté de pratiques soutenantes à ce sujet. Et par exemple, est-ce qu'il y a la possibilité ou la réflexion sur le fait de poser des questions de façon très claire, très franche aussi, autour de la santé des addictions lors de l'entretien d'accueil ou d'admission d'un jeune? Est-ce que cette question, elle est toujours dans l'informel ou est-ce qu'elle est aussi posée dans des questions, dans des moments plus formalisés, voire dans des supports plus formalisés? Et ces questions-là, finalement, eh bien, elles viennent là pour le coup convoquer notre collectif, à savoir l'échelon institutionnel, avec la façon dont l'institution et les personnes qui portent, qui représentent avec un pouvoir de décision sur ces institutions, finalement, offrent une possibilité de partenariat au sein des lieux. Il apparaît fondamental ce partenariat en termes de ressources et de formalisation. On entend dans les discours réellement un besoin de portage institutionnel, comme une forme de légitimisation par l'institution, une visibilisation de cette thématique pour aussi soutenir les professionnels de première ligne qui sont confrontés au quotidien à cette question-là. Donc, c'est aussi, par exemple, se poser la question de la présence dans le projet de service d'un volet dédié à la santé, à la prévention, notamment des addictions. Alors, lorsqu'on a réalisé la recherche autour du programme Autonomia, eh bien, ce programme propose aussi un autre espace collectif, un espace collectif supplémentaire avec des fonctions autres qui sont pensées comme pouvant irriguer ces trois collectifs que nous venons de présenter. Ce programme, il vient introduire du mouvement, de la circulation, de la relation, mais il vient aussi lever certains tabous, parce que c'est un point aussi qu'on a pu observer. Consommer, la dépendance, processus d'addiction ont aussi encore forte dimension de tabou qui, par l'horizontalité dans ces espaces-là, permettent aussi de lever et peuvent aussi venir soulager certains aspects relationnels entre le jeune et ses référents. Vous voyez de manière au centre, verbatim d'une éducatrice de l'aide sociale à l'enfance qui nous dit clairement: j'ai découvert des choses en étant formée par l'association l'année dernière et mon approche a complètement changé vis-à-vis des jeunes. C'est un des objectifs aussi de pouvoir mettre ces éléments en circulation, c'est pouvoir penser les postures de manière collective. Alors, pour terminer ou pas, pour ne pas conclure, mais pour ouvrir la discussion, de manière générale, les expériences et les points de vue des jeunes et des professionnels que nous avons rencontrés
et qu'on profite ici pour remercier sincèrement de leur implication, eh bien, nous amène à considérer les conduites addictives à travers le prisme plus large de la santé dans son actualité, comme un enjeu socio-éducatif majeur du quotidien, soutenu par un cadre dans un espace institutionnel sécurisant. Alors, plusieurs pistes ont émergé pour la pratique et la recherche, mais il y en a peut-être d'autres, et peut-être que vous en voyez d'autres. On sera ravis d'en échanger avec vous ensuite. Un premier point peut-être autour de la question fondamentale de comment considérer les spécificités du contexte de vie de ces jeunes-là, de leur regard sur leur situation pour pouvoir penser ce sur-mesure, cet aller vers, cette adaptation de programmes de prévention des risques au-delà de l'application de programmes probants très globaux. Un deuxième élément de réflexion, c'est aussi comment penser des supports d'accompagnement socio-éducatif, mais aussi d'accès aux soins visant la perception d'une santé globale, incluant le bien-être, et peut-être bien le bien-être subjectif, comme on Mmh. vient d'en parler. Et enfin, autour du renforcement des CPS, comment penser aussi ce renforcement des CPS, quelles considérations dans le cadre d'actions et de démarches préventives globales auprès de ces jeunes et des professionnels proximaux qui prennent soin d'eux au quotidien. On vous remercie pour votre attention et au plaisir d'échanger avec vous à ce sujet-là. Madame Heuillet, Monsieur Mathieu, un grand merci pour cette présentation riche, complète, qui nous éclaire sur les représentations et le discours des jeunes et des professionnels sur les consommations addictives. Pour rappel, pour toutes les personnes qui souhaiteraient aller plus loin et lire la recherche, vous pouvez retrouver donc cette recherche sur le site internet de l'ONPE. Vous avez accès à une synthèse, également au rapport de recherche et également une ONPE synthèse qui a été introduite en introduction. Alors, comme vous le savez, ces temps de webconférence sont dédiés à faire discuter la recherche et les pratiques. Et donc, nous remercions aujourd'hui Nathalie Boulet et Lucie Girard de l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion en Seine-Maritime, qui ont accepté d'intervenir en tant que discutantes et de nous donner leur regard de professionnels sur cette recherche et d'ouvrir les échanges. Alors peut-être avant de vous présenter quelques précisions sur l'IDEFI, qui est une structure médico-sociale publique autonome qui gère 7 établissements, 3 dans le champ du handicap, 4 en protection de l'enfance, répartis sur le territoire donc, de la Seine-Maritime. Les modalités d'accompagnement en protection de l'enfance se déclinent sous plusieurs services. L'accueil d'urgence, les maisons d'enfants à caractère social, l'accompagnement en semi-autonomie, en autonomie, l'accompagnement également en milieu ouvert, l'accompagnement aussi des mineurs non accompagnés et l'accueil familial renforcé. À l'IDEFI, ce sont 1500 professionnels qui accompagnent les publics au quotidien. Donc, Madame Boulet, vous êtes chargée de mission promotion de la santé au sein de l'IDEFI et plus précisément au sein de la direction Appui, qui est la direction des accompagnements, de la performance et des partenariats pour les usagers et l'innovation. Il s'agit d'une direction transversale qui est centrée sur l'accompagnement des usagers et qui vient en soutien des services opérationnels. Et vous êtes accompagnée de Madame Girard. Vous êtes psychologue, Madame Girard, au sein de l'IDEFI également, au sein donc d'un service de milieu ouvert en protection de l'enfance et d'un service d'insertion sociale pour les 16-25 ans. Madame Girard, vous avez également animé pendant plusieurs années un groupe de parole sur la vie affective, relationnelle et sexuelle à destination d'adolescents en protection de l'enfance, qui s'appelait Parole de jeunes. Donc toutes les deux, vous avez lu cette recherche. Pourriez-vous nous partager en quelques minutes en quoi celle-ci fait écho à vos pratiques? Oui, tout à fait. Merci pour proposition de participation. Merci à nos collègues, chercheurs pour la richesse de cette, présentation et du travail, qui a été réalisé. Ça nous fait évidemment écho à notre pratique, ça nous fait écho, à des actions, des expérimentations qu'on a pu mener au sein de notre établissement, et puis à la démarche qu'on a pu travailler, structurer à l'échelle de l'établissement en promotion de la santé spécifiquement. Ça va complètement dans le sens, des implications pour la pratique que vous avez pu identifier dans le cadre de la recherche.
Donc tout ce travail que vous avez pu mener, pour nous, ça va nous permettre de soutenir ces actions, de penser, de promouvoir et de pouvoir développer, de nouvelles actions, et puis, des pratiques nouvelles en protection de l'enfance. On va essayer avec, Lucie, ma collègue, de structurer, nos propos, éléments de discussion autour de quelques points principaux. On échangera en premier lieu autour des jeunes, d'identification des besoins et des ressources. On échangera ensuite autour des représentations des professionnels et de l'accompagnement. Et enfin, on abordera des questions qui sont plus en lien avec la démarche globale en santé, et plus spécifiquement autour des facteurs protecteurs et enjeux éducatifs. Et un dernier point sur le fait de structurer des actions qui soient plus adaptées en prenant en compte les besoins spécifiques des enfants protégés et leur perception de la santé, comme ça a été évoqué précédemment. Et on aura 2 questions particulières du coup pour nos collègues chercheurs. Du coup, c'est vrai que c'est une recherche très intéressante. Donc, on a essayé de dégager des pistes sur ce que ça nous est pensé en termes de pratique, et puis essayer de, voilà, de remettre en avant quelques points qui n'étaient pas forcément dans la présentation, parce que la recherche est vraiment très riche et qu'on a un temps à partie. Voilà, donc du coup, pour ce qui est de l'identification des besoins des jeunes spécifiquement placés, un petit rappel sur différentes recherches-actions récentes quand même qui ont souligné les besoins spécifiques des enfants placés en protection de l'enfance, notamment au regard de leur pattern d'attachement insécure, pardon, souvent désorganisé, en lien avec les maltraitances subies, et qui du coup ont en cascade développementale des effets justement sur les CPS et tout ce que vous avez évoqué, et qui est très bien pris en compte dans la recherche. Et de même, on va faire référence aussi, ça nous faisait écho, et vous l'avez évoqué dans dans la partie de littérature, de la recherche, tout ce qui va être des travaux concernant le psychotraumatisme, et notamment les recherches sur les expériences d'adversité, pardon, vécues dans l'enfance, les études ACE, qui indique qu'il y a une augmentation du risque de troubles psychopathologiques à l'âge adulte, mais aussi de maladies physiques chroniques en lien avec les états de stress chroniques vécus dans l'enfance lors de ces ACE. Et donc, c'est toute cette question autour de la gestion des émotions, et notamment avec un lien sur la consommation de cannabis. Donc, c'est vrai que cette recherche nous vous est pensée avec à cette idée autour de la consommation de cannabis. On voit très bien dans les propos des jeunes recueillis dans les entretiens que vous avez effectués, ça mettait très fortement en évidence cette fonction spécifique en fait de leur consommation, non pas vraiment une consommation festive ou voilà sur d'autres critères des adolescents lambda, mais bien énormément sur cette consommation d'apaisement qu'on retrouve d'ailleurs dans un groupe de travail que Nathalie avait mené auprès des adolescents placés au service d'accueil d'urgence sur leurs besoins, les besoins d'adolescents. Et ces jeunes disaient, on a besoin de shit, justement de cannabis, c'est dans les listes, pour répondre à un besoin de détente et d'évasion. Voilà, c'était leur propos. Donc, du coup, en lien avec aussi les propos dans les entretiens de votre recherche, ça nous donne vraiment à voir une porte d'entrée à prioriser, je pense, pour établir un échange avec eux concernant ce risque d'addiction aux produits, de partir finalement de cette réponse, ce besoin particulier, de reconnaître l'effet apaisant à court terme, certes, mais l'effet apaisant de ce produit pour eux, pour pouvoir ouvrir l'échange, et puis discuter de ce besoin de régulation émotionnelle immédiate face à des émotions complexes qui leur sont insupportables. Et donc de faire le lien avec une prise en charge aussi en addiction, on peut travailler, on sait qu'il n'y a pas de stratégie aussi efficace dans les médias que la consommation justement d'une substance à partir du moment où il y a une addiction qui se développe, avec du coup un obstacle majeur dans l'accompagnement spécifique des addictions, le plaisir immédiat ressenti par la consommation de cette substance. Voilà, donc de partir un petit peu de cette question et d'intégrer peut-être ce qu'on sait aussi sur la psychoéducation concernant les addictions, de travailler avec la personne l'absence d'efficacité à long terme de cette consommation par rapport au phénomène d'habituation sur le corps. Ça nous a fait écho aussi avec ce que vous disiez sur les besoins en termes d'identité et d'identification au groupe par cette consommation,
qui du coup souligne un frein supplémentaire en fait, l'idée que consommer c'est être au sens d'exister, c'est ce qui était présent dans les entretiens dont vous nous avez fait part dans la recherche, dans lequel un jeune est défini, identifié même des fois par les professionnels, par sa grande consommation et du coup quel changement de comportement est encore possible quand ce dernier est réduit aux addictions, un peu comme un jeune enfant qui est réduit aussi à ses comportements provocateurs, perturbateurs, etc. Et puis un autre aspect de facteur d'identification au groupe qui peut favoriser la consommation dans le cadre des MEX ou des foyers PJJ dont vous faites référence dans votre étude, et la proposition vraiment intéressante de faire de la prévention horizontale, c'est-à-dire contrairement au premier réflexe qu'on peut avoir quand on va inscrire des jeunes inscrire ou en tout cas soutenir l'inscription dans ces espaces de groupe, d'ateliers, de se dire qu'on va pas forcément proposer que à des jeunes consommateurs, mais introduire des jeunes qui ne sont pas consommateurs dans ces espaces de parole pour permettre un échange entre pairs beaucoup plus riche et justement aussi de partir sur ce travail sur la base des CPS dont vous parlez beaucoup et qui nous semble très pertinent. Voilà. Du coup, le deuxième point, comme disait Nathalie, quand on a essayé de structurer un petit peu cette discussion, c'était concernant les professionnels. Est-ce que l'étude pointe et permet de faire écho avec notre pratique sur les représentations et l'accompagnement au niveau des professionnels? Votre recherche, elle souligne qu'un des freins du travail d'accompagnement au quotidien dans cette problématique, c'est certainement la dichotomie existante chez plusieurs professionnels entre la référence à sa propre expérience d'adolescent, de consommation justement festive, expérientielle, et du coup ce que peuvent dire les adolescents de la protection de l'enfance. Et la dichotomie dans les représentations, on le voit aussi parce que les professionnels peuvent faire référence à leur propre expérience comme ça, et de l'autre côté, dans leur formation professionnelle, au parcours de vie spécifique de ces jeunes. Et alors, à ce moment-là, on a l'impression dans les entretiens, et c'est ce qu'on retrouve aussi parfois, avec là, dans l'autre extrême, le côté pathologisation de cette consommation, et du coup, quelque chose qui rend difficile, en tout cas, une représentation stable dans le temps pour justement permettre une posture bien plus ajustée et durable pour les professionnels. Du coup, il y avait aussi... Oui, vas-y, je te laisse prendre le relais. Du coup, pour continuer sur les sujets qui concernent effectivement les professionnels et l'accompagnement, vous préconisez, enfin, ça a été abordé dans le cadre de votre présentation, d'aborder les sujets de santé, plus spécifiquement la question des addictions, dès les premiers rendez-vous, entretiens d'accueil, et de pouvoir l'intégrer dans le travail autour du projet personnalisé du jeune. On pense que c'est vraiment une préconisation qui est nécessaire pour pouvoir ajuster du coup les habitudes des professionnels et qui a un réel intérêt à l'aborder de manière précoce pour éviter qu'on y travaille lorsque ça devient quelque chose de problématique, une situation problématique ou un incident. Du coup, on trouve qu'il y a un vrai intérêt à le travailler via une approche précoce comme celle-ci. Concernant les professionnels et le travail d'accompagnement, euh, la stratégie d'intervention qui est proposée dans le cadre d'Autonomia, elle montre le réel intérêt qu'il y a à co-construire, à co-animer les actions entre les professionnels de la prévention et les professionnels qui accompagnent les jeunes. Ça nous semble particulièrement soutenant de pouvoir, pour les professionnels de la protection de l'enfance et de la PJJ, de pouvoir pas se passer par cette expérience, cette collaboration pour pouvoir s'approprier les savoirs sans devenir expert, parce que effectivement, parfois on leur demande de se former sur tous les sujets, ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent devenir experts de tous les sujets. Ça peut être pas évident du coup pour eux. Et à côté de ça, après une formation très classique, pouvoir mettre en place des actions, c'est pas si simple, et d'avoir cette co-construction, cette co-animation, c'est vraiment porteur de sens. Ça rassure aussi pour les professionnels, et ça permet d'expérimenter des choses et d'acquérir des savoirs de manière très pratique. On pense aussi, et en tout cas, on a pu en discuter, que cette co-intervention, ça peut être vraiment un élément qui soit favorable aussi pour favoriser la participation des jeunes, du coup, à ces actions-là. Euh, Concernant la question des professionnels, donc on parle de la formation des professionnels
des établissements qui accompagnent les jeunes, mais on voulait quand même souligner le fait qu'il y a une vraie plus-value à acculturer les professionnels extérieurs, les experts, notamment dans le champ de la prévention, au contexte et aux spécificités de la protection de l'enfance et des jeunes accompagnés aussi par la PJJ, ce qui paraît assez indispensable pour pouvoir proposer des actions qui soient adaptées et puis être au plus juste au regard des besoins qui sont identifiés. Dire qu'on ne peut pas nécessairement calquer de la même manière une action qu'on ferait de manière plus standard auprès d'un public scolaire, par exemple, ou sans prendre en considération les spécificités des jeunes qu'on accompagne dans nos établissements. On peut noter quand même que dans le champ de la santé publique, la prévention, les formations qui concernent les publics protection de l'enfance, PJJ, on reste quand même assez peu fréquentes. Donc voilà, peut-être un enjeu aussi autour de ça, de pouvoir les former davantage de manière, de manière précoce, ou en tout cas Mm. plus en amont. Oui, c'est se retrouver d'ailleurs dans les entretiens des chargés de prévention, cette idée d'une formation supplémentaire, psychotrauma et autres, et donc aux besoins identifiés spécifiquement pour ces types de publics. Du coup, le dernier point, c'était l'idée d'ouvrir en tout cas la réflexion et à partir même de ce que de cette très riche recherche, une démarche plus globale en santé, en promotion de la santé, parce que du coup, c'est aussi le cœur du travail de Nathalie et le cœur dans la pratique pour le professionnel de terrain sur ce que vous évoquiez, en tout cas dans votre ouverture de discussion. Alors sur un premier point autour des facteurs de protection et des enjeux éducatifs. Alors en fait, vous évoquez justement la question de l'ennui et la préconisation, l'importance de la préconisation d'activités occupationnelles face à cet ennui. Ce constat peut être mis en lien avec le sujet précédemment abordé justement sur la fonction régulatrice des angoisses, des émotions évoquées par les jeunes dans leur consommation. Et c'est sûr que en absence d'occupation ou d'activité, cet ennui favorise des ruminations cognitives qui peuvent du coup alimenter les ressentis de stress, d'angoisse insupportables et donc de fait, dans un cercle vicieux, accentuer les consommations. Du coup, nous, ça nous amène à aller même plus loin, enfin à vous proposer en tout cas d'aller plus loin, au-delà d'activités de loisirs occupationnelles, de se dire que c'est peut-être même un vecteur essentiel, en fait, une priorité sanitaire de lutte contre les addictions. Euh, d'indiquer que, d'ailleurs, dans votre rapport, les jeunes eux-mêmes mettent en avant les loisirs comme des facteurs protecteurs participant à une bonne santé. Voilà. Et que peut-être au-delà de ce qu'on peut identifier dans nos pratiques souvent, d'essayer de trouver des activités, mais que ça passe un peu au second plan par rapport à plein d'autres priorités, c'est-à-dire que finalement, on est sur un enjeu de santé majeur. Et d'ailleurs, les CPS qui sont à développer et dont vous parlez, dont on va parler aussi, c'est-à-dire qu'elles sont aussi donc essentielles à soutenir. Et elles peuvent être soutenues à travers ces activités de loisirs, en fait, et pas seulement à travers les ateliers spécifiques. Donc ça a vraiment un sens, c'est vraiment un enjeu éducatif en faveur de la santé des jeunes au sein des institutions et même peut-être à l'extérieur de nos institutions, voilà, dans ce qu'on évoquait. Un autre aspect qui est un peu présent aussi dans vos ouvertures dans la recherche, c'est de se dire qu'il y a d'autres déterminants en faveur de la santé mentale et physique qui sont particulièrement importants, mais parfois oubliés, c'est le sommeil et l'alimentation, qui ne sont pas toujours priorisés car moins visibles, mais finalement, même s'ils ne sont pas forcément problématiques dans un quotidien collectif, c'est vraiment des sujets importants et ça se retrouve aussi dans votre recherche. Et d'ailleurs, on observe l'importance de cette préconisation en lien avec souvent le sujet des conditions d'accueil qu'on retrouve nous dans notre établissement souvent au cœur de l'expression des jeunes quand ils sont dans des CVS ou d'autres groupes d'expression. Le sujet des repas, de la qualité des repas, de l'espace d'accueil et de se dire que ça revient au cœur finalement d'un sujet de santé et non juste un élément matériel parmi tant d'autres. Voilà. Pour ouvrir vers des actions plus adaptées en prenant en compte du coup les besoins spécifiques des enfants protégés, leur perception de la santé à partir de votre recherche, on voulait vous proposer de souligner que du coup, et vous l'avez mis dans votre présentation, l'importance des compétences psychosociales parce que évidemment fragilisées chez ce public dans le cadre d'une cascade développementale finalement suite à des attachements insécures, etc. L'idée que le développement de ces compétences
est vraiment à soutenir pour favoriser la construction de relations sociales plus ajustées, d'impacter aussi les patterns d'attachement insécures. On se disait que de la même manière que du coup ce programme Autonomia intègre les CPS, ce serait intéressant peut-être d'intégrer quelques notions de psychotrauma, de psychoéducation au trauma, parce que dans les recherches et les travaux récents à ce sujet, on sait que l'exposition donc dans l'enfance à un stress chronique impacte directement les capacités de régulation émotionnelle de l'enfant et de l'adolescent, et donc par ricochet, favorise cette consommation régulière à l'adolescence, et c'est ce que vous démontrez très bien, et ce qu'on trouve très fort dans les discours des jeunes. Et or, on sait que les approches sur le psychotrauma informé soulignent l'effet déjà d'une diminution d'angoisse chez la personne à partir du moment où on l'a informé aussi de ce qui se passe, enfin, à partir du moment où on lui donne les éléments pour comprendre les réactions physiques et psychiques associées au phénomène du psychotrauma. Donc peut-être de permettre aussi ce travail de réflexion, en tout cas ce sujet-là, à travers les ateliers d'Autonomia ou de tout autre atelier de prévention d'addiction. Pour continuer sur cette dimension-là autour de la démarche globale en santé, on voulait souligner aussi ce que vous avez pu évoquer sur l'importance des espaces de discussion et de verbalisation. Euh, Tant pour les jeunes que pour les professionnels. Donc, il y a un vrai intérêt à proposer ces temps-là, même si l'adhésion se fait pas forcément de suite, que ce soit l'adhésion des jeunes ou des professionnels. Promouvoir ces espaces pour discuter de la santé des jeunes sans être dans une approche qui soit médicale, pathologique ou problématique. Et puis, de pouvoir avoir cet espace-là pour parler des addictions, pour mieux les prévenir, tout en rappelant que parler des addictions, c'est pas favoriser les consommations et les pratiques, c'est bien de leur dire. Et puis, vous l'avez évoqué sur la question de dépasser les tabous autour du sujet, notamment en lien avec les aspects qui peuvent être plus légaux, les questions de sanctions, comme vous avez pu évoquer tout à l'heure. La recherche, elle rappelle également la nécessité de considérer de manière réelle les attentes des jeunes et bien avoir en tête qu'elles peuvent être différentes des attentes des professionnels. Ça renvoie fortement à la manière dont, dont on considère, que ce soit en tant que professionnel ou institution, la parole et la perception qu'ont les jeunes sur ces sujets de santé qui les concernent. Pour le coup, nous, ça nous parle particulièrement en référence à des groupes de travail spécifiques ou des groupes d'échange qu'on a pu mener à l'IDEFI. Donc, on parlait tout à l'heure des groupes d'échange avec des jeunes d'unités d'accueil d'urgence. On a pu citer aussi le groupe de travail parole de jeunes et on a un groupe de travail jeunes relais santé aussi dans lequel voilà, on a ces espaces-là de parole et de verbalisation et on voit un vrai intérêt à les poursuivre et vraiment, voilà, vous nous soutenez dans cette démarche. On voulait faire aussi un petit point sur le, la reconnaissance aussi au travers de cette recherche du poids des savoirs expérientiels et de la considération de la santé perçue des jeunes. Un vrai enjeu pour nous, ça peut être un vrai changement de paradigme pour les professionnels, les experts et les institutions de ce fait. Ça peut être très contrastant, ces idées-là. De reconnaître le savoir expérientiel et de considérer la santé perçue contrastant avec des approches où on peut avoir des discours qui soient plus injonctifs, des pratiques plutôt verticales et descendantes, et qui parfois est plutôt la norme par rapport à une approche voilà, qu'on a pu évoquer précédemment. Pour le coup, moi, ça me fait écho à un travail qu'on fait à l'IDEFI autour du déploiement du baromètre de la qualité de vie perçue qu'on expérimente voilà, depuis quelques années maintenant. Peut-être pour finir nos propos, on voulait faire juste un petit focus sur les modalités et le cadre de mise en œuvre qui conditionnent la participation et l'impact de l'action menée. Donc pour nous, en tout cas, les travaux qui concernent Autonomia que vous mettez en avant, ça permet de mettre en lumière des conditions de réussite de la stratégie d'intervention. Donc on a noté quelques points, à savoir la régularité, le fait de proposer un espace de parole qui soit sécure, la co-construction, le partenariat, l'utilisation d'outils facilitant l'expression authentique des jeunes, la prise en compte réelle des savoirs et des perceptions des jeunes, le principe d'horizontalité relationnelle, l'agilité et le portage institutionnel.
On note que cette démarche, elle est vraiment ancrée dans une approche de promotion de la santé globale qui est plus présente, qui est davantage présente aujourd'hui, ce que vous avez pu citer notamment dans le chapitre 2 de la recherche, avec les travaux de Lambert notamment que vous pouvez citer. Donc on finira notre discussion par deux questions qu'on a pu cibler, voilà, qu'on aimerait pouvoir échanger avec vous. La première, ça concerne plutôt la démarche d'aller vers, qui semble incontournable, qui est très en lien avec des principes qu'on retrouve en réduction des risques en santé. Donc, selon vous, pouvons-nous considérer la démarche d'aller vers de manière évolutive, à savoir de l'extérieur vers l'intérieur, donc des interventions des professionnels de la dictologie vers les lieux d'accompagnement de vie des jeunes en début d'atelier, puis de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est-à-dire la venue des jeunes sur les sites d'accompagnement en dictologie en fin d'atelier. Donc ça, c'est notre première question. Et la seconde, vous avez évoqué dans la recherche le caractère hétérogène des publics en protection de l'enfance et protection judiciaire de la jeunesse. Du coup, au regard de ces différents éléments, que ce soit environnementaux, individuels ou sociaux, et probablement la nécessité d'identifier des spécificités plus fines au niveau de la population concernée. Concernant les approches à mener sur l'environnement, plus spécifiquement auprès des familles, ce qui est évoqué dans votre conclusion, est-ce que vous auriez, du coup, au regard des travaux que vous avez pu mener, des idées, des pistes de travail sur l'approche ou action à mener auprès des parents, mais plus spécifiquement des parents ayant des problématiques de santé mentale ou d'addiction, ce qui constitue une véritable vulnérabilité supplémentaire? Ouais, qu'on retrouve chez ce public. Exactement. Merci à toutes les deux pour vos retours. Je suis contente que ce soit enregistré parce qu'on a essayé de prendre les notes, mais on va pouvoir bien réécouter attentivement ce que vous nous avez dit voilà, sur les émotions, sur vraiment beaucoup de choses qui nous intéressent. Et oui, il y a plusieurs... 3 points justes sur lesquels, qui, je crois, où là, ça donne des points un peu de perspective vraiment intéressants. Et c'est un des points qui nous a vraiment préoccupés, c'est le regard porté sur les jeunes. Où finalement, c'est comment on parle de ces jeunes-là. Donc c'est soit le jeune placé, consommateur, le jeune consommateur placé. Donc finalement aussi, comment notre regard, il est orienté, ne serait-ce que sur le regard qu'on pose sur eux et du coup sur la façon dont on pense intervenir auprès d'eux. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est assez intéressant en termes de collectif, de pouvoir en échanger et de cette prise de conscience aussi finalement sur la façon dont la consommation peut aussi être cet arbre qui cache pas mal de choses ou qui vient orienter dans certaines directions. Donc ça, je vous remercie voilà, pour nous, c'est des points en réflexion. Un deuxième point, ce que vous avez dit sur l'alimentation et le sommeil, ça me fait penser à un point qu'on n'a pas évoqué et qui aussi est un bel élément de surprise, c'est qu'on a rencontré des professionnels socio-éducatifs au sens très large du terme, même intervenants socio-éducatifs, y compris les personnes qui sont chargées de faire vivre un lieu d'accueil, les personnes qui font la cuisine, les personnes qui s'occupent des espaces verts. Et c'est notamment la personne qui s'occupe de la cuisine qui finalement nous disait très bien qu'il y avait des compétences d'observation et de sensibilité par rapport aux jeunes, où elle disait, bah oui, je vois bien le jeune qui ne mange pas le soir, ceux qui arrivent le matin qui sont affamés, etc. Et sur justement comment elle le mettait en lien avec des possibles consommations, des addictions et voilà, des éléments qui venaient s'installer auxquels elle était vigilante, quoi. Et je trouve que ça renvoie aussi au fait que toutes les personnes qui, de près ou de loin, prennent soin des enfants et des jeunes dans ces lieux d'accueil collectif, ben, finalement, chacun un peu de sa place, de sa sensibilité, peut aussi être un vecteur d'attention et oui, de prendre soin auprès de ces jeunes-là. Et aussi avec le fait, sans devenir un expert, je pense qu'on ne peut pas être expert de tout, mais c'est pour ça qu'on emploie un peu le terme de cette sensibilité, comme vous dites, et aussi de pouvoir se faire confiance. Quand on a lu l'entretien par rapport à la cuisinière, c'est aussi on avait envie de lui dire, mais faites-vous confiance aussi
dans ce que vous percevez, dans ce à quoi vous êtes sensible par rapport à ces jeunes-là. Et j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose par rapport à certains ou certaines travailleurs sociaux qui ne se font pas confiance au fait d'expérimenter certains ateliers ou voilà, certains espaces un peu créatifs. Voilà. Donc sur le fait de se faire confiance, ça me permet de faire, je me dépêche un peu, mais ça permet de faire le lien avec la première question que vous posiez sur la réciproque de l'aller vers, où en fait, c'était aussi cette logique à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un côté d'un huis clos au niveau de la protection de l'enfance et puis de l'établissement finalement. Et en fait, on a bien pu voir le challenge pour le CICAT et pour les chargés de prévention qui sont peut-être en train de nous écouter là et à qui qu'on salue, en restant fidèles à ce qu'elles ont pu nous dire. C'est aussi ce challenge de s'interconnecter, de se connaître hein, et d'avoir confiance. Parce qu'effectivement, avant que les chargés de prévention puissent venir rencontrer les jeunes, etc., il y avait tout ce temps de prendre de confiance dans les lieux, que les différentes personnes arrivent à situer aussi les chargés de prévention. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu d'étape par étape sur le fait de gagner cette confiance de est-ce qu'on parle le même langage, est-ce que effectivement les uns et les autres s'entendent bien en quelque part sur la mission commune. Et parmi les professionnels qu'on a rencontrés, certains nous ont dit mais ça devrait se faire à l'extérieur, on devrait sortir les jeunes. Donc c'était un vrai débat finalement sur jusqu'où on accueille, les conditions pour accueillir une personne extérieure où on ne sait pas trop ce qu'elle va dire, etc. Et jusqu'où il faut sortir les jeunes, quoi. Et donc ça c'est des éléments de débat et qui est en cours aussi au niveau du CICAT sur la façon de pouvoir permettre aussi aux jeunes de repérer l'environnement d'une consultation jeune consommateur pour voir finalement comment ça se traduit. C'est peut-être par étape. Et puis le dernier point pour les familles, c'est un point de question de manière assez claire qui vient questionner les professionnels, les institutions et peut-être questionner aussi sur la façon dont on pense les conduites addictives dans un ici et maintenant. Et je pense que ça vient questionner la coéducation, ça vient questionner de manière plus large la façon dont on pense l'intervention auprès des familles pendant que l'enfant est protégé. Donc je pense que effectivement cette question des addictions et des conduites addictives auprès des familles, ça ouvre un autre univers avec toutes ses épaisseurs et sa complexité sur qui est en lien avec les familles, au nom de quoi, à quel titre, sous quelle forme, quelle collaboration, quelle communication ensuite entre la famille et l'enfant, etc., les dimensions éthiques. Donc on voit que ça ouvre une nouvelle fenêtre importante et une vraie piste pour